Est-ce que tu savais que la mafia sicilienne, son tout premier business, c'était la protection des citrons? Au 19e siècle, c'est un peu le bazar en Italie. Guerre, révolte, tout ça, c'est pas bon pour les plantations, qui font pourtant la richesse de la Sicile. On engage donc des gros bras. Ils sont craints, ils s'enrichissent et gagnent en puissance jusqu'à former la Cosa Nostra. Attends, tu parles de la mafia la plus puissante de l'histoire? Celle qui va ensuite créer la mafia américaine et lui donner ses noms de légende? Genre Frank Costello, le gars qui a inspiré le parrain, italien de naissance mais qui devient l'un des gangsters les plus influents des États-Unis? Ou Lucky Luciano, l'un des pionniers du crime organisé en Amérique? L'égal d'Al Capone? Tout ça par de citron? Là, tu parles surtout de gangsters de l'âge d'or des mafias, celles vendues par les films, qui n'est finalement qu'une toute petite période. Avant eux, pendant qu'ils étaient encore dans les citrons, il y avait des groupes bien plus terrifiants, 7 gangs criminels de légende. Les Thugs, la plus ancienne et meurtrière des mafias. Tu es un marchand sur les routes de l'Inde. Un long voyage, risqué, alors tu acceptes la compagnie d'un groupe de voyageurs. Tu te sens plus en sécurité? Tu as tort. Une nuit, l'un d'eux te propose d'aller regarder la lune. Magnifique. Soudain, un autre se glisse derrière toi et t'étrangle à l'aide d'un foulard en soie. On te tient les poignets et les chevilles. Le reste du groupe monte la garde pour s'assurer que personne ne vienne te sauver. On vole ton argent, tes objets, tes vêtements et on t'enterre ici, à des kilomètres de chez toi, où personne ne viendra te retrouver. Mais c'est affreux, pourquoi ils font ça? Les thugs, des criminels hindous et musulmans qui tuent en sacrifice à la déesse Kali. Le butin est reversé à des prêtres comme offrande. Ces assassins sont mentionnés dans des textes datant du XIVe siècle, faisant d'eux la plus ancienne organisation criminelle à l'époque. L'un d'eux est considéré comme le plus grand tueur en série de l'histoire, 931 meurtres. Et personne ne fait rien? Autant de morts, ça doit bien attirer l'attention à un moment. La crainte qu'inspire Kali protège les thugs. Il faut attendre le 19e siècle avec le début de la colonisation de l'Inde par l'Angleterre pour qu'un soldat, William Henry Sliman, soit chargé d'éradiquer cette mystérieuse organisation. Il regroupe plusieurs témoignages pour capturer les premiers suspects, puis il les fait parler pour qu'ils se dénoncent entre eux. Sliman capture leur famille pour avoir un moyen de pression. Les thugs sont coopératifs et superstitieux. La traque des Européens est une punition de la déesse Kali, certains d'entre eux ne respectant plus les règles de leur ordre. Parce qu'il y a des règles chez les thugs. Ils ont leur propre langue, des rites à respecter avant chaque meurtre et des signes divins à bien connaître. Par exemple, s'ils croisent un chacal et que ce dernier traverse la route de droite à gauche, c'est bon. Mais si c'est de gauche à droite, là c'est pas bon. On annule tout et on rentre. Plusieurs milliers de thugs sont arrêtés et pendus. Ceux qui ont collaboré sont épargnés, mais marqués pour qu'on puisse les reconnaître. Sliman ordonne la construction d'une école pour les survivants et leurs enfants afin de les prendre en charge. À la fin du 19e siècle, la secte des thugs est officiellement éradiquée. La littérature et le cinéma vont bien sûr reprendre la figure de ces barbares sanguinaires. Le mot thug va même rentrer dans le langage populaire pour désigner un voyou. Aujourd'hui, on n'est pourtant pas sûr qu'ils aient vraiment existé. Mais tu viens de raconter que Slimane les avait traqués et interrogés pour comprendre leurs coutumes, leur langue, etc. Mais c'est la seule source sur les thugs qu'on a. À une époque où l'Angleterre essaie d'asseoir son autorité, c'est facile de créer du sensationnalisme. Mais on n'a jamais retrouvé des temples thugs dédiés à Kali. Sliman a recueilli des témoignages de chefs thugs, mais peut-être qu'ils ont dit ce que les Anglais voulaient entendre. Tout ça, c'est plus un mélange de confusion culturelle et linguistique, voire d'opportunisme autant du côté des Indiens, qui pouvaient dénoncer n'importe qui si ça les arrangeait, que du côté des Anglais. Sliman fera carrière sur cette répression, et le cas des thugs entraînera le vote de loi qui discrimine des communautés entières. Ça veut pas dire qu'on n'a jamais arrêté de bandits ou de meurtriers pendant la traque, juste qu'ils faisaient pas forcément partie d'une secte séculaire et sacrificielle. Fais pas cette tête, l'Orient a toujours fasciné et terrorisé l'Europe. Au Moyen-Âge, il y avait l'ordre des Hachachines. Sliman pensait même qu'il y avait un lien entre eux et les thugs. On a aussi les triades, les mafias chinoises. La plus importante compte environ 55 000 membres et est présente sur tous les continents du monde. Et les Yakuza, toujours actifs aujourd'hui, mais dont on dit que l'origine remonte à l'ère Edo et qui ont développé leur influence au XXe siècle avec des chefs légendaires. Alice Diamond, cette femme que vous ne voudriez jamais croiser. Si je te dis gang et Angleterre, tout de suite tu penses au... Peaky Blinders, les terreurs de Birmingham, costard, lame de rasoir cousue sur la casquette, hyper classe, j'ai adoré la série. Sauf que ça se passe dans les années 20. Les vrais Peaky Blinders sont apparus au 19e siècle. Mais c'était pas une mafia. Dans la presse, le nom désigne tous les jeunes délinquants de Birmingham. À Manchester, c'était Scuttler, à Londres, Hooligan. Mais ils étaient pas organisés, c'était juste plein de petits gangs qui zonaient dans leur quartier avec un uniforme.
Un foulard attitré selon le gang, casquette à visière, pantalon large, cheveux rasés. L'arme fétiche, c'est pas une lame de rasoir dissimulée comme dans la série Peaky Blinders, mais plutôt une grosse ceinture, voire un couteau. Mais c'est des ados, tu vas pas me dire qu'ils braquaient des banques et dévalisaient des magasins. Ils étaient surtout connus pour leur violence. Ils tabassent les passants, insultent, raquettent. Parfois, ils se battent entre gangs pour des histoires de territoire. Il y a du vandalisme aussi. Si tu te plains de l'insécurité aujourd'hui, il fallait pas être à East London à l'époque. L'écrivain Jack London a été obligé de se déguiser en mendiant pour pouvoir pénétrer ces territoires et raconter leurs conditions de vie misérables. Qu'est-ce qui leur est arrivé? La police les a démantelés? Des gangs plus puissants ont pris leur place? Ils se sont mis au foot. Les jeunes, plutôt que de se bagarrer dans la rue, s'affrontent sur un terrain. C'est pour ça qu'on parle de hooligan, pour parler d'un supporter violent. Sinon, à l'époque, il y avait aussi les 40 Elephants, un gang exclusivement constitué de femmes. Elles officiaient surtout dans les grands magasins. Le cliché. Laisse-moi deviner, elles volaient du maquillage, des fourrures et des beaux bijoux. Leur strat, c'était aller au comptoir, demander à voir les colliers et les bagues, puis se les passer entre elles pour semer la confusion. Ou bien infiltrer les maisons de riches en tant que domestiques pour dérober l'argenterie. On a aussi des cas de pauvres gentlemen rackettés dans les ruelles à la nuit tombée. Elles étaient efficaces. Paraît qu'une voleuse a été arrêtée avec 34 bagues en diamant et 45 objets volés sous sa jupe. Mais elle gardait pas tout, c'était revendu afin d'organiser de grandes fêtes luxueuses. J'en ai jamais entendu parler, leur chef était connu? Pas chef, reine. La première, Marie Carr. Son truc, se pointer dans des hôtels et demander à voir un ami locataire d'une chambre. S'il était absent, elle dérobait tout. Des montres en or, des diamants, des broches, des perles, c'est elle qui a créé le gang en formant plusieurs filles issues des quartiers pauvres. Ensuite, on a eu Alice Diamond avec ses mains garnies de bagues. Quand elle te cognait, tu t'en souvenais. À 20 ans, elle devient chef et impose un code d'honneur. T'avais intérêt à le respecter. Alice interdisait à quiconque de se marier sans son consentement. Une des filles n'a pas obéi, la reine a fait tabasser les jeunes mariés. Elle s'est jamais fait attraper, mais que fait la police? Pour l'affaire des mariés, Alice écope de 20 mois de prison. Une nouvelle reine prend sa place. Son truc à elle, utiliser sa voiture pour foncer sur les vitrines des magasins. Les 40 Elephants s'éteignent dans les années 50. Pas mal, mais moi je veux un criminel recherché dans plusieurs pays, sans jamais se faire attraper, un vrai prince du crime, comme Moriarty dans Sherlock Holmes. Figure-toi qu'il a existé. Il est inspiré de Adam Worth, le cambrioleur le plus légendaire de l'histoire. Bienvenue à l'American Bar. Au premier abord, un établissement respectable en plein cœur de Paris. Mais au dernier étage se cache un casino illégal. Tu pouvais y jouer à la roulette ou au baccarat. Ah voilà, ça me parle. De l'argent, de l'alcool, des activités clandestines. C'est qui le patron? Adam Worth. Il a fait ses armes à New York en tant que cambrioleur. Un jour, il est recruté pour faire évader un certain Charlie Bullard de prison. Mais pour ça, il s'associe à Max Shinburn, dit le Baron, spécialiste dans le crochetage de serrures. L'évasion est un succès, mais Shinburn et Worth deviendront rivaux. Le Baron finira plusieurs fois en prison, Worth, lui, restera insaisissable pendant près de 30 ans. Bullard, de son côté, devient son associé. Ensemble, ils braquent des banques et... Oh mince, planque-toi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le gars qui vient d'entrer, c'est William Pinkerton, le chef du plus grand réseau de détectives des États-Unis. Il traque Adam Worth depuis des années. D'ailleurs, il vient de s'asseoir à côté de lui. C'est sûr, il l'a reconnu. Heureusement qu'on n'est pas en Amérique, Pinkerton ne peut pas l'arrêter ici. Par contre, va falloir fermer boutique. En 1873, Adam Worth s'exile à Londres. Il loue un appartement dans un des quartiers les plus huppés et mène une vie d'aristocrate. Mais en secret, il monte un véritable réseau criminel aux quatre coins du monde. Échange de faux billets en Europe et en Turquie, intercepte une cargaison de diamants en Afrique du Sud. Si jamais des proches complices sont arrêtés, il paye des avocats pour les libérer et évite qu'ils soient interrogés par Scotland Yard et les Pinkerton toujours à ses trousses. Un vrai Moriarty, un génie criminel qui agit dans l'ombre. Sa propre femme n'en savait rien. En quelques années, il amasse une fortune de près de 3 millions de dollars. En 1876, la foule londonienne se presse dans une galerie d'un collectionneur d'art. L'objet de l'agitation, le portrait disparu depuis 70 ans d'une duchesse rachetée pour 730 000 €. Ça paraît peu, mais c'est le tableau le plus cher de l'époque. Parmi les curieux, Adam Worth admire le chef-d'œuvre. Quelques jours plus tard, le portrait est volé. En pleine nuit, alors que le gardien somnolait, le voleur a découpé la toile hors de son cadre. La police n'a aucune piste, loin de se douter que la peinture trône maintenant au-dessus de la cheminée d'Adam Worth et pour environ 25 ans. Mais même le roi des voleurs ne peut pas échapper à la justice. En 1892, de passage en Belgique, Adam Worth apprend le décès d'un ancien associé, Bullard.
Pour se consoler, il projette d'intercepter une fourgonnette pleine d'argent pendant un moment d'inattention des conducteurs. Le plan hasardeux échoue, il est repéré, coursé et menotté. Mais il refuse d'avouer. La police contacte les autorités anglaises et américaines. Finalement, c'est le témoignage de son rival, Max Shinburn, qui le fait tomber. Adam Worth est condamné à 7 ans de prison. Il y vit un calvaire. Shinburn paye des hommes pour le tabasser, son épouse est enfermée à l'asile, ses enfants sont envoyés aux États-Unis. Adam Worth est relâché pour bonne conduite. Il entre en Amérique avec un objectif en tête, restituer le tableau volé, contre quoi de l'argent et l'immunité. Il propose le deal à Pinkerton. Le détective accepte, le tableau est rendu, la presse chante ses louanges, Adam Worth meurt quelques années plus tard. Par respect pour lui, Pinkerton engage son fils dans son agence de détective. Une vie digne des plus grands romans policiers, mais à l'époque, c'est pas le seul à donner du fil à retordre aux autorités américaines. Jesse James et les Dalton, les terreurs du Far West. Une époque de légende, attaque de train, course-poursuite avec les Indiens, duel au pistolet, tout ça hyper romancé dans la pop culture, un peu trop. Les cowboys portaient plutôt des chapeaux melons, et les célèbres hors-la-loi ne sont pas toujours à la hauteur de leur réputation. Billy the Kid aurait tué un homme pour chaque année de sa vie. Poétique, mais faux. Moins de 10 meurtres en réalité. Calamity James, la caution féminine des westerns. Une légende surtout bâtie dans des spectacles itinérants où elle distribuait des tracts qui enjolivaient sa vie. Mais il y a un criminel qui, de son vivant, était vénéré, Jesse James. Pendant la guerre de sécession, sa famille sudiste recueille dans leur ferme des guerrillos qui participent à des raids meurtriers contre l'Union. Jesse était trop jeune pour s'engager, mais son frère, Frank, les rejoint et participe au massacre de Lawrence où plus de 100 hommes sont abattus. En représailles, les nordistes torturent le jeune Jesse et sa famille. Il n'aura alors plus qu'un seul désir, se venger. Il rejoint Frank et massacre lui aussi plusieurs soldats. Après la guerre, les frères braquent des banques nordistes et n'hésitent pas à tuer si nécessaire. Avec d'autres hors-la-loi, comme les frères Younger, Jesse et Frank s'attaquent à des trains. Particulièrement vulnérables et non protégés, un simple sabotage des rails suffit à les faire dérailler. Plus qu'à vider le coffre-fort et racketter les passagers qui n'opposent aucune résistance. Les Pinkerton sont lancés à leur trousse et la tête de Jesse est mise à prix. Le fiasco du braquage de la banque de Northfield en 1876 met fin aux activités du gang. Repoussés par les habitants, les frères Younger sont arrêtés et les James s'enfuient. En 1882, les frères Ford sont recrutés pour retrouver les hors-la-loi. Après avoir gagné sa confiance, l'un d'eux abat Jesse dans le dos. Les bandits rejoueront ce meurtre célèbre dans des spectacles itinérants. Le mythe de Jesse James lui survivra dans la culture populaire, mais pas que, puisqu'il inspirera aussi d'autres bandits, dont les frères Dalton. Eux aussi je les connais, il y a Grat, Emmett, Bill et Bob. Et ouais, t'as cru que j'allais te citer les persos de Lucky Luke, hein. Les vrais Dalton apparaissent aussi dans un numéro de la BD. C'est après que l'auteur a créé Joe, Avril et les autres comme leurs cousins fictifs. C'est assez drôle, quand on sait que dans la vraie vie, par leur mère, les Dalton ont un lien de parenté avec les Younger, les associés de Jesse James. Par contre, c'était loin d'être des losers un peu idiots comme dans Lucky Luke. Leur nom inspirait la terreur à travers l'Ouest. On raconte qu'un jour, un de leurs beaux-frères qui faisait face à la justice lut une lettre signée de leur nom. Ils y menaçaient les jurés et le gendarme. On lui collera tellement de plomb dans sa maudite carcasse que sa propre mère ne pourra pas le reconnaître. Le beau-frère fut acquitté. Ils ont fini comment? En 1892, 3 des frères Dalton décident de braquer les 2 banques d'une même ville. Ils sont reconnus et une violente fusillade éclate. Bob abat plusieurs personnes avant de mourir. Grat tue le marshal de la ville puis est abattu. Seul survivant, Emmett est capturé. Condamné à la prison à vie, il sort au bout de 14 ans pour finir son existence loin du crime. D'ailleurs, il va jouer son propre rôle au cinéma en 1919. Mais t'avais dit qu'il y avait 4 frères. Il est arrivé quoi au dernier? Bill. Il reformera un gang avec les anciens membres des Dalton avant d'être abattu par des marshals alors qu'il était tranquillement posé chez lui. Apache et anarchistes, les Français ont aussi leur gang de légende. Au début du XXe siècle, à la terrasse d'un café parisien, tu ouvres ton journal et là, en gros titre, les Apaches ont encore frappé. Il y avait des Amérindiens à Paris en 1900? Non, c'est juste comme ça que la presse les appelait. Le mot désignait des jeunes délinquants répartis en plusieurs gangs. Ils volaient, organisaient des réseaux de prostitution et tuaient même parfois. En 1907, un ado marseillais tire sur 3 personnes, abattant un représentant de la justice. Les policiers l'arrêtent, il se débat furieusement. Il sera envoyé au bagne.
Du haut de ses 17 ans, ce n'est ni son premier meurtre, ni son premier séjour en prison. Pour un Apache, c'est presque un rite de passage. Une fois sortis, on reprend les magouilles. Ils ont une haine envers la police qui leur rend bien, en mettant en place des brigades canines pour les arrêter. Avec leurs tatouages et leurs casquettes, ces délinquants ne passent pas inaperçus. Un célèbre fait divers raconte que 2 chefs de gang se sont battus pour l'amour d'une jeune prostituée. Casque d'or. Attaque au couteau, tir de revolver, affrontement en pleine rue, la presse s'enflamme, des chansons sont écrites, Casque d'or joue son propre rôle au théâtre, les 2 voyous finissent arrêtés et envoyés au bagne, l'un y mourra, l'autre ne reviendra jamais en France. Il y a plein d'autres cas similaires, comme celui de Victor Marsili, dit le serpent de Saint-Denis, qui s'était entiché de la rouquine du Barbès, mais elle finit par le tromper avec le tigre. Un jour, le serpent croise le couple dans la rue, de rage, il leur tire dessus. Touchés, les 2 amants réussissent à s'enfuir, tandis que le serpent est tabassé par la population avant que 2 agents ne l'embarquent. Ça montre à quel point les gens étaient tendus contre ces jeunes voyous. Le phénomène Apache relance même le débat sur l'abolition de la peine de mort. Certains articles préconisaient le fouet, voire la guillotine. On opte plutôt pour la création d'une justice adaptée avec le code de l'enfance et des tribunaux spécialisés en 1912. Mais c'est vraiment la Première Guerre mondiale qui va mettre fin aux Apaches. Beaucoup partent au front et n'en reviendront pas. La presse était hyper friande de ce genre d'histoire. Les journaux multipliaient les articles chocs, excitant l'opinion publique. À la même époque, l'épopée de la bande à Bono fascine et terrorise les Français. Un matin de décembre 1911, la rue Ordonnaire à Paris est le théâtre d'un braquage particulièrement violent. Un groupe de bandits tire sur un banquier, vole son argent et s'enfuit dans une automobile en faisant feu sur les passants. Ils sont rapidement surnommés la bande à Bono, d'après leur chef, Jules Bono. Une véritable chasse à l'homme s'organise à travers le pays. Mars 1912, le journal Le Matin publie une lettre d'un des bandits. Ce dernier y nargue la police et les journalistes, dénonçant leur méthode, l'utilisation d'espions ou le harcèlement de son épouse. Il les met au défi de doubler la prime sur sa tête s'il souhaite qu'il se rende. Il signe sa missive en envoyant ses empreintes, comble de l'arrogance. Faut comprendre que la bande à Bono, ce sont des ouvriers, des chômeurs, des anarchistes, bref, tout ce que la Troisième République déteste. Ils se livrent à des actes illégaux pour lutter contre la société. Quelques jours plus tard, les criminels volent une voiture, tuant le chauffeur, puis 2 nouveaux employés de banque, avant de repartir avec 10 000 francs sous le bras. Courant du mois avril, quelques complices sont finalement arrêtés, mais Jules Bono reste insaisissable. Il signe son arrêt de mort en abattant un policier, c'est son ultime crime, les autorités n'en ont plus rien à faire de le capturer vivant ou non. On retrouve sa trace 4 jours plus tard, un véritable siège s'organise devant la maison où il a trouvé refuge. Des curieux se rassemblent pour regarder le spectacle. L'anarchiste défend sa peau avec son revolver, poussant la police à faire exploser la maison à la dynamite. Enroulé dans un matelas, Jules Bono tire encore quelques coups avant d'être blessé mortellement. Il meurt à son arrivée à l'hôpital. 2 autres de ses complices seront tués dans des circonstances similaires 2 semaines plus tard. Le reste de la bande fera l'objet d'un procès en 1913, certains seront condamnés à mort ou à la prison à vie. Plusieurs personnalités, dont Jean Jaurès, ont critiqué l'acharnement et le voyeurisme presque malsain des journaux qui publiaient des comptes rendus entiers de leurs crimes. La plupart des criminels